ressourcerie de l'écrivain. Nous sommes le mardi 22 octobre, je n'ai toujours pas rangé ma pile de linge derrière, donc j'ai tout caché sous un drap discret, sous une housse de couette. Et je voulais vous dire que j'ai lu Le Chant d'Achille de Madeline Miller, ce qui me permet de vous parler également de Circé, de nouveau, parce que je vous en ai parlé il y a quelques mois, et de vous parler aussi de Galatea, que j'ai lu il y a, après Circé, mais il y a bien un an. Madeline Miller, donc c'est une autrice qui écrit beaucoup sur les mythes, qui va faire des choix scénaristiques au niveau des mythes, parce que des versions de mythes, il y en a à peu près autant que de conteurs ou d'auteurs. C'est de la littérature orale, hein. C'était beaucoup de littérature orale. Bref, Madeline Miller fait des choix au niveau des mythes, ce que je trouve très bien. Et elle arrive à y injecter en fait des thématiques qui sont contemporaines. On peut parler du féminisme avec Circé, on peut parler aussi du féminisme avec Galatea et de la masculinité toxique. Et on parle aussi de l'homosexualité masculine dans Le Chant d'Achille. Je commence par lequel? Allez, je vais commencer par le plus récent. Donc, Le Chant d'Achille de Madeline Miller aux éditions Pocket. Dans cette édition-là, c'est une traduction de Christine Hochet et je l'ai lu en livre audio sur Audible. Ça a été narré par Benjamin Jungers. La petite particularité, j'ai vraiment cru que que Benjamin Jungers était l'acteur qui faisait le doublage voix de Brad Pitt, qui joue dans 3, qui joue Achille. Il y a vraiment, je trouve, quelque chose au niveau de l'intonation, du grain de sa voix, mais j'ai vérifié, c'est pas lui. Mais franchement, j'y ai vraiment cru, ce qui peut-être m'a encore plus immergée dans le récit. L'histoire de Troie, globalement, je commence à bien l'avoir en tête parce que j'ai relu il n'y a pas très longtemps Antigone de Jean Anouilh. J'ai vu Les Grands Mythes, sans doute il y a un an, un truc comme ça. J'ai lu plusieurs choses en fait autour de Troie sur différents personnages. Et ce qui fait que je l'ai quand même plutôt en tête. Donc là, le Chant d'Achille, on est du côté des Grecs et pas des Troyens. Donc, et le Chant d'Achille. Alors ce dessin, il est juste tip top. La couverture, c'est de Pauline Rico, qui a également fait la couverture de Circé. Le Chant d'Achille, c'est une histoire du coup qui est racontée par Patrocle, qui est le compagnon d'Achille. Et le truc que j'ai trouvé extrêmement beau dans cette histoire, c'est tout le développement évidemment à la fois du personnage de Patrocle et de sa relation avec Achille. Achille, on a un personnage qui est très solaire, qui est... donc Achille, c'est un héros, un demi-dieu, parce que sa mère, c'est Thétis, une Néréide, donc une fille de Nérée qui devait être un dieu d'un fleuve, quelque chose comme ça, si je me trompe pas, ou un dieu marin peut-être. C'est pas Poséidon, mais c'est quand même un... C'est pas n'importe qui non plus. Thétis, c'est plus une déesse mineure, voire très mineure, mais Nérée, il a quand même une certaine importance. Et, et bref, Achille, c'est le fils donc de Thétis et d'un prince ou d'un roi, j'ai oublié son nom. Euh, et le truc qui est assez particulier au niveau de ses parents, c'est que moi l'impression que j'ai, ce qu'on va avoir un peu accès à la fois au père de Patrocle et à celui d'Achille, et aussi à Thétis, qui fait quand même pas mal d'apparitions parce qu'elle vient voir son fils. Elle est menaçante envers Patrocle. Et enfin, c'est particulier. Donc, ça commence par. Je vous lis juste le tout début parce que je pensais que ça allait parler d'Achille. En fait, non. C'est Patrocle qui parle. Donc, le chapitre 1, ça commence par Mon père était roi et fils de roi. De petite taille comme la plupart des nôtres, il était bâti à la manière d'un taureau, tout en épaules. Ma mère avait 14 ans lorsqu'il l'épousa. Dès que la prêtresse eut confirmé sa fécondité, c'était un bon parti. De par sa condition de fille unique, la fortune de son père reviendrait à son époux.
Il ne se rendit pas compte qu'elle était simple d'esprit avant le jour du mariage. Son futur beau-père avait mis un point d'honneur à garder la promise voilée jusqu'à la cérémonie. Il joua le jeu. Si elle était laide, il pourrait toujours se satisfaire avec les jeunes esclaves de sexe féminin et les petits serviteurs. Au moment où on lui ôta enfin son voile, on raconte que ma mère sourit. C'est ainsi que tout le monde comprit qu'elle était complètement stupide. Les épousés ne sont pas censés sourire. Lorsque je vins au monde, aussitôt qu'il connut mon sexe, mon père m'arracha au bras de ma mère pour me tendre à la nourrice. Prise de pitié, la sage-femme donna à la jeune accouchée un oreiller à étreindre à la place de son enfant. Elle le serra fort, sans paraître remarquer le changement. Donc, vous voyez, je trouve qu'on a déjà un côté qui vient montrer presque l'insignifiance de l'ascendance de Patrocle, avec un père qui décide, qui est en possession de tous ses moyens, et une mère qui disparaît complètement. Là où, du côté de chez Achille, Achille, c'est un prince, c'est le fils d'un roi aussi qui s'appelle peut-être Pelée, quelque chose comme ça. Et sa mère est Thétis. Donc, je vais être un petit peu vague parce que, donc, malheureusement, comme à chaque fois que j'écoute un livre audio, je ne retiens pas tout. Et j'ai pas l'impression que c'était l'amour fou entre Thétis et le père d'Achille. Et j'ai l'impression que cette ascendance semi-divine est très encombrante pour le père d'Achille. Parce qu'au final, il ne peut pas faire grand-chose, il ne peut pas décider grand-chose pour son fils, parce que, vous comprenez bien, sa mère c'est une déesse, donc c'est elle qui décide. Et il y a encore un truc que je trouve aussi encore au-dessus qui est super important, c'est le fait que à la fois les humains ils sont soumis aux dieux, mais les dieux sont soumis au destin. Et les destins sont symbolisés par les parcs, si je ne me trompe pas, de nom, parce que les normes, elles sont nordiques. Donc, les parcs, je crois bien. Corrigez-moi si j'ai tort. Et, et en fait, on a un petit peu tout du long du livre une espèce d'irréductibilité. On sent que la catastrophe arrive. On est en plein dans une tragédie grecque. Hein. Si vous avez vu la couverture, il n'est pas en grande forme là. Hein. Et bref, oui, on est à fond dans une tragédie grecque. Ça va mal finir. Pour tout le monde. Pour les deux. Spoiler alerte. Mais oui, en général, ça finit pas super bien les mythes grecs. C'est avec un bon côté glauque, etc. Et bref, Patrocle, il est élevé par son père, évidemment. La maman, elle disparaît complètement, il me semble, après qu'on lui ait donné un oreiller à étreindre. Et je ne sais plus comment exactement, mais Patrocle, en fait, à un moment, il doit y avoir une dispute ou voire une bagarre avec un garçon qui est là, dans son royaume, donc peut-être un prince aussi. Et Patrocle, pour se défendre, Patrocle va se défendre, ce qui va entraîner la mort du gamin qui l'attaquait. Pour ça, Patrocle, il est exilé. Et être exilé, ça signifie perdre son identité. C'est perdre son identité de prince, c'est devenir plus personne, même si c'est quelqu'un qui avait eu accès à une certaine éducation, il avait eu accès aussi au maniement des armes, etc. Mais c'est pas un guerrier. C'est quelqu'un qui saurait à peu près se défendre s'il devait le faire, mais c'est surtout pas un guerrier. Et donc il est éloigné de son pays, enfin de sa ville, parce que c'est plein de petits royaumes. Il se retrouve, je pense bien, chez Achille. Chez Achille, chez le père d'Achille. Et là, il y a un truc que je trouve. Enfin, ils sont tout jeunes, hein, ils ont 14, 15 ans, un truc comme ça quand ils se rencontrent. Et tout de suite, en fait, Achille, il a quelque chose de plus. Et évidemment qu'il a quelque chose de plus parce qu'il y a une prophétie, en fait, qui a été dite sur Achille, qui le décrit comme le meilleur des Grecs. Alors, il est solaire. Il est solaire, tout le monde le remarque, il est beau, et puis il est gentil.
Achille, il est gentil. Et j'ai vraiment aimé justement l'interprétation de Benjamin Jungers, où on a un Patrocle qui est quand même assez terre à terre, mais qui est complètement subjugué par Achille, par sa beauté, par son charisme, sa voix. Il y a quelque chose d'assez surnaturel dans la manière dont il parle, dont il bouge, dont les muscles roulent sous la peau, etc. Donc on sent très rapidement un désir, un désir adolescent. Ils sont jeunes, hein. Ils sont super jeunes. Et, et en fait, toute cette espèce d'admiration que Patrocle il a pour Achille, Achille va le lui rendre. Et il y a un truc en fait qui est assez triste aussi, c'est dans leur relation, c'est que ils vont vivre une espèce de lune de miel chez Chiron. Donc Chiron c'est un centaure, si je me trompe pas. Et si je me trompe pas, souvenir de Percy Jackson, Chiron c'est un fils de Poséidon. Donc Chiron c'était un centaure qui connaissait plein de choses autour de la médecine, l'astronomie, etc. Et qui donnait des cours à des princes, enfin il était précepteur en quelque sorte. Il était proche des hommes, ce que sans doute ses copains centaures n'aimaient pas trop. Mais en même temps, Chiron c'est un super centaure parce que son papa c'est Poséidon, si je me trompe pas. Et donc Chiron, il va accepter la présence de Patrocle, qu'Achille va en quelque sorte lui imposer, parce que Achille il a une espèce de douce autorité quelque part, où quand il dit quelque chose, quand il dit je veux que ça se passe comme ça, il n'est pas en train de taper du poing sur la table, de crier, de dire je suis prince, je suis fils d'une déesse, obéissez-moi. Pas du tout. C'est Chiron va émettre quelques doutes en fait à la présence de Patrocle, genre bon bah oui, c'est peut-être un prince mais il est exilé quoi, c'est pas enfin il a pas ramené entre guillemets le clodo du coin non plus, mais c'est pas grand monde en fait, il est pas grand monde Patrocle. Et Achille, il dit ben en gros et alors il a tout à fait le droit d'être avec moi, c'est ce que je veux, je le désigne comme mon compagnon. Et à partir de ce moment-là, donc Chiron, il accepte, il apprend à connaître Patrocle. Patrocle et Achille se rapprochent beaucoup. Et il y a un truc que je trouve assez touchant aussi du côté d'Achille et de sa relation avec sa maman. C'est qu'on a une maman, ça va faire pas mal écho en fait à certains dieux qu'on avait pu rencontrer dans Circé. On a des gens qui ne meurent pas. Et Thétis, c'est une femme, une déesse qui ne meurt pas, qui a enfanté un demi-dieu qui va mourir. Et il a toujours la prophétie, il me semble, si je me trompe pas, hein, la prophétie qui dit qu'Achille est le meilleur des Grecs, elle dit aussi qu'Achille, il va mourir. Et qu'il va mourir tôt, mais couvert de gloire. Et il y a toute... elle essaye en fait, Thétis, à tout prix, j'ai l'impression, de lutter contre ça, contre ce destin, contre cette inéluctabilité. Parce qu'elle veut pas perdre son gamin, mais en même temps, elle va le perdre. C'est sûr. Et elle n'est que Thétis. C'est pas Héra, quoi. Et donc elle essaye. Elle repousse Patrocle. Parce que. Est-ce que quelque part, elle se disait pas que. Est-ce que ça allait au-delà de Patrocle ne mérite pas mon fils? Sauf que Achille va défendre Patrocle. Achille, il passe quand même pas mal de temps à défendre Patrocle. Et Patrocle, je pense que c'est quelque part le premier pas vers la perte de son fils pour Thétis. Et on a quelqu'un, Thétis, qui est quand même assez... elle est assez peu réactive. Enfin, il n'y a pas vraiment de réaction. Elle se met pas plus que ça en colère, elle n'est pas plus que ça triste. On a quelque chose d'assez monolithique, vous voyez, au niveau des... C'est un roc en fait. Elle peut se prendre la mer, du vent, etc. Elle bouge pas tant que ça. Ils vont rester quelques années chez Chiron, qui va leur apprendre pas mal de choses, jusqu'à ce que, bah, il me semble bien que il y a la guerre de Troie qui se prépare, parce que
Paris a enlevé Hélène, qui est la femme de Ménélas, qui est le frère d'Agamemnon. Vous suivez? Pas du tout. Paris enlève Hélène parce qu'il la convoite, et il avait dit en fait à une espèce de soirée où il y avait Athéna, il devait y avoir Athéna, Héra et Aphrodite, quelque chose comme ça, ou peut-être Artémis à la place d'Athéna. Il a dit que la plus belle femme de Grèce, c'était Hélène. Et c'était pas une des trois. Et du coup, ça va déclencher un bordel pas possible qui est le siège, puis la bataille de Troie. Où il y a plein de héros d'un bord ou de l'autre qui se battent en fait constamment, ça se déchire entre les dieux, entre les diverses nations, entre guillemets. C'est un bordel sans nom qui va durer 10 ans. Ça, on le voit à la fois dans, je crois bien, l'Odyssée. Dans l'Odyssée ou l'Iliade d'Ulysse, parce qu'il y a Ulysse dans le coup aussi. Donc on croise une sacrée galerie de personnages qu'on connaît, les noms ne sont pas inconnus. Ça dure des plombes. Et en fait, dans la manière dont Madeleine Miller décrit Achille à la guerre, c'est que c'est ce gamin-là déjà, quand il va commencer à faire la guerre, c'est un jeune homme, on va dire. Il est tout juste majeur, il a une petite vingtaine. Ça va jusqu'à 30 ans en gros. Et c'est le meilleur en fait. Achille, vous le lancez dans une bataille, mais il défonce tout le monde. C'est Captain America. C'est Captain America, mais c'est un Captain America qui est gentil, comme Captain America l'était aussi. J'ai envie de vous lire des citations que j'avais recueillies sur la relation entre Achille et Patrocle. On est donc du point de vue de Patrocle. Je le reconnaîtrais rien qu'au toucher ou à son odeur. Je le reconnaîtrais si j'étais aveugle, au seul bruit de sa respiration et de ses pas martelant le sol. Je le reconnaîtrais dans la mort, à la fin du monde. Encore une autre. Nous étions comme des dieux à l'aube du monde, en proie à une joie si vive qu'elle nous rendait incapables de voir autre chose que l'autre. Quand il y avait le siège de Troie, j'appris à dormir durant la journée pour ne pas être fatigué au retour d'Achille. Dans ces moments-là, il avait toujours besoin de parler dans le plus grand détail des visages, des blessures et des faits et gestes de ses ennemis. Et je voulais être capable de l'écouter, de digérer ces images sanglantes pour les peindre sur le vase de la postérité, en les rendant plates et banales, pour le délivrer de ce fardeau et l'aider à redevenir lui-même. Parce que dans le côté en fait inéluctable, c'est que Achille il doit aussi quelque part renoncer à son enfance et embrasser le destin qu'on lui désigne. C'est un destin dont il ne veut pas vraiment, mais ça doit arriver, donc ça arrive. Et évidemment, ça finit mal. Ça finit carrément mal. J'ai pas envie de vous redire comment. Si vous connaissez pas le mythe, je préfère vous préserver en fait de la fin. Ça finit pas bien. Je vais vous lire 2 citations. Une qui est un peu plus longue. Là, on va être, je crois. Oui, on va être de 2 citations du point de vue d'Achille. Pour la première fois depuis ma mort, il sombre dans un sommeil agité. Achille, je ne peux pas supporter de voir que tu as autant de peine. Ses membres tressaillent, il frissonne. Accorde-nous la paix à tous les deux. Brûle-moi et enterre-moi. Je t'attendrai dans l'ombre. Mais il se réveille déjà. Patrocle, attends, je suis là. Il secoue le corps à côté de lui. Lorsqu'il constate que je ne réponds pas, les larmes reviennent en force. Donc là, on était du point de vue de Patrocle, qui est un fantôme, qui est une ombre. Et là, on est du point de vue d'Achille ensuite. Je vais vous... Quand je serai mort, je vous charge de mélanger nos cendres et de nous enterrer ensemble.
Je vous avais dit, hein, c'est du joyeux, tragédie grecque. Oh, je vous conseille au passage, je vous mettrai une couverture en fait parce qu'il y a une édition qui regroupe Circé, Le Chant d'Achille et Galatea. Galatea, je vous en parlais juste après. Je l'ai trouvé un peu moins, un peu en dessous. Je vais vous dire pourquoi. Et il faut surtout aussi se souvenir que moi, j'ai du mal avec les textes, courts parce que j'ai pas assez en fait pour m'immerger. Donc je vous conseille très fort de lire Le Chant d'Achille. Essayez Galatea, essayez Circé. Circé, je crois que ça peut parler à toutes les femmes, tout simplement. Mais ouais, Le Chant d'Achille, c'est vraiment très très beau. C'est une très belle histoire d'amour, tragique, comme on aime bien. Euh, parce que c'est dégueulasse en fait. c'est c'est vraiment un couple qu'on aimerait voir heureux éternellement, qui vivent jusqu'au bout quoi leur vie. Mais leur vie elle est si courte. Et recoucou. Donc je suis de retour pour vous parler de Galatée de Madeline Miller. Donc Galatée, c'est une nouvelle qui fait, je crois, 42 à 45 pages. 45 pages, ça doit être le livre en entier, et c'était le cas d'ailleurs pour l'e-book, parce que je l'ai acheté sous forme d'e-book, mais je ne le retrouve pas, je sais parce que j'ai du mal avec l'application Kindle. Bref, ça parle de quoi? Depuis l'Antiquité, le mythe de Pygmalion et Galatée n'a de cesse de fasciner et d'inspirer des artistes. Mais ce récit millénaire du sculpteur misanthrope, épris de la statue qu'il vient de réaliser, demeure inachevé. Lorsque Galatée est transformée en être vivant par les dieux, elle est réduite au silence par les hommes. Enfin, il est temps pour elle de devenir la narratrice de sa propre histoire et ainsi de choisir elle-même son destin. Donc on est sur une traduction de l'anglais États-Unis par Christine André, donc comme pour Le Chant d'Achille. Par contre, la couverture, c'est Adrien Toledano et l'illustration Anne Simon. Je vous mettrai du coup la couverture par là. On est chez Calman Levy. On est donc sur quelque chose qui est court. Et là où dans Le Chant d'Achille et Circé, on est pour moi vraiment immergé dans... on est vraiment immergé dans l'Antiquité grecque, avec évidemment un fond de mythologie, vu qu'il y a les dieux, il y a les centaures, etc. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus... beaucoup moins incarné, si vous voulez. Enfin, autant que le monde, en fait, on sait pas trop... J'avais l'impression qu'on était plus dans un monde contemporain, donc une réécriture moderne de Galatée, mais qui se trouve dans un monde contemporain. Parce que si je me trompe pas, Galatée, ça commence, elle est dans un lit d'hôpital. Hôpital. Elle n'est pas dans un lit de camp, dans un camp quelconque, etc., où on prend soin d'elle parce qu'elle est malade. Elle est à l'hôpital. De mémoire, ça pouvait ressembler un peu à une espèce peut-être d'asile. Je dis volontairement ce mot-là. Ça pouvait être un peu hôpital psychiatrique où il y avait une notion de... ou un long séjour, si vous voyez ce que c'est. Les longs séjours, c'est pour les personnes très âgées, en fait. En général, c'est une alternative à l'EHPAD en attendant qu'une place se libère et parce que la personne n'a plus besoin de soins aussi constants qu'à l'hôpital, où son état s'est stabilisé, donc elle n'a plus besoin d'être en convalescence ou en moyen séjour. Et le long séjour, c'est un petit peu c'est un peu l'arrêt en gros avant le terminus qu'est l'EHPAD. Et j'en ai certainement parlé très très mal là, donc excusez-moi. Mais il y avait quelque chose d'assez désincarné. Je voyais plutôt un monde un peu blanc, entre guillemets. Je dis pas que c'est une erreur hein, de la part de Madeline Miller. On retrouve vraiment sa plume qui est très jolie, etc. Mais j'ai eu plus de mal parce que c'était court. Parce que je trouvais qu'au niveau world building, bah, on n'avait pas quelque chose de similaire
au chant d'Achille que je connaissais pas à l'époque. Hein. On n'avait pas quelque chose de similaire à Circé surtout, où là on était dans le palais d'Hélios, on était sur l'île de Circé, etc. Là, j'ai le souvenir de quelque chose d'assez neutre, d'assez blanc, avec des personnages secondaires qui sont... Il devait y avoir une infirmière, quelque chose comme ça. Je me souviens plus du mythe, très honnêtement. Donc je vais aller tricher, on va aller demander à Wikipédia. Wikipédia a toujours réponse à tout. Et évidemment, Wikipédia, a toujours raison, surtout. C'est pas vrai, hein. Vérifiez vos sources. Dans la mythologie grecque, Galatée est une des Néréides, comme Thétis, fille de Nérée et de Doris. Je ne sais pas qui c'est. Elle habite un rivage de la Sicile. Galatée est citée par Apollodore, Hésiode, Homère et Hygin dans la liste des Néréides. Elle est surtout connue pour les différentes versions du mythe la liant au cyclope Polyphème, amoureux d'elle. Pygmalion et Galatée. Pygmalion... Alors, dans la mythologie grecque, l'histoire de Pygmalion et Galatée renvoie à une légende racontant l'histoire du sculpteur Pygmalion qui tombe amoureux de sa création Galatée, une statue rendue vivante grâce à Aphrodite, la déesse de l'amour, qui comprend le vœu de Pygmalion. La légende est principalement racontée par Ovide dans ses Métamorphoses. Donc, Pygmalion est un sculpteur de Chypre qui descend d'Athéna et d'Héphaïstos. Il est révolté contre le mariage à cause de la conduite répréhensible des Propétides, femmes de Chypre. Donc, il se voue au célibat. Il tombe cependant amoureux d'une statue d'ivoire, ouvrage de son ciseau. Obtenant d'Aphrodite qu'elle donne vie à la statue, il l'épouse en présence de la déesse et selon certaines versions a d'elle 2 enfants, Paphos et Matarmé. Ayant nié la divinité d'Aphrodite, les Propétides, donc les femmes de Chypre, sont punies par la déesse qui allume dans leur cœur le feu de l'impudicité. Mais je crois qu'il y avait pas mal un discours sur les femmes justement qui était très négatif. Et je savais pas donc que les femmes de Chypre avaient peut-être Elles avaient peut-être quelque chose de répréhensible, entre guillemets. Ayant fini par perdre toute honte, elles sont insensiblement changées en roches dures. Bon, j'ai pas beaucoup plus que ça, mais ça me donne envie d'aller jeter un œil à Ovide. Ça fera jamais de mal, ma foi. Donc j'ai effectivement le souvenir que Pygmalion avait un discours assez négatif sur les femmes, donc les femmes qu'il avait côtoyées. En fait, si vous voulez, dans mon souvenir, ça faisait vraiment le... Ah, j'aime pas ces termes-là, donc je vais essayer de trouver un truc un peu plus bienveillant, verdoyant. Il avait un discours de gros con. J'aime bien le... En fait, vous voyez, au lieu de caser des gens dans des petites cases, moi j'aime bien le grand sac de gros cons ou grosses connes où on peut mettre à peu près tout le monde là-dedans. C'est une généralisation. Les généralisations, des fois, ça peut être bien. Bref, il avait un discours de gros con sur les femmes qui étaient impudiques, qui étaient peut-être un peu libérées sexuellement et qui avaient une espèce de liberté que lui n'appréciait pas et qui ne le mettait pas en confiance, qui devait, je sais pas, le... J'ai très peu de souvenirs, hein, je vous préviens. Enfin, ça devait quelque part, en fait, le choquer et être répulsif, enfin, répugnant pour lui. Le répugner. Donc, il a créé cette sculpture magnifique. Et comme lui, c'était peut-être un des seuls hommes qui était un peu à se dire... c'était pas à la bonne époque, mais va des rétros, Satanas aux femmes de Chypre. Donc il a créé une sculpture magique, parfaite, une femme parfaite à qui Aphrodite a donné vie. Sauf que de mémoire aussi, ça parle pas mal de la relation d'emprise parce que c'est une créature au sens propre du terme, Galatée. Si c'est une créature qui a été créée de quelque chose d'inerte comme un bloc de marbre, est-ce qu'elle a une volonté propre? Est-ce qu'elle peut aussi conquérir sa liberté? Est-ce qu'elle peut exister en dehors de la volonté de son créateur? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et on va finir sur Circé. Donc je ne sais pas ce que j'ai préféré. J'aurais tendance à dire que j'ai préféré Circé au chant d'Achille. Mais parce que le chant d'Achille, je l'ai
je l'ai écouté, très très bien narré, hein, très bonne narration. Mais j'ai vraiment vécu, on va dire, le truc, mais j'ai moins retenu parce que je ne l'ai pas lu avec mes yeux. Donc j'aurais tendance à dire que je préfère Circé, mais le chant d'Achille, il m'a quand même bien fait chialer aussi. Donc Circé, je vais encore affreusement tricher et aller chercher le petit résumé de Derrière les fagots. On est aussi sur une traduction de Christine Aucher. Et on était aussi chez Pocket avec... je vous mettrai la couverture autour de moi. Fruit des amours d'un dieu et d'une mortelle, je me souviens plus de la mortelle d'ailleurs, Circé la nymphe grandit parmi les divinités de l'Olympe. Mais son caractère détonne. On la dit sorcière parce qu'elle aime changer les choses, plus humaine que céleste parce qu'elle est sensible. En l'exilant sur une île déserte, comme le fut jadis Prométhée, pour avoir trop aimé les hommes, ses pères ne lui ont-ils pas plutôt rendu service? Là, l'immortelle peut choisir qui elle est. Demi-déesse, certes, mais femme avant tout. Puissante, libre, amoureuse. Alors, Circé m'a fait aussi beaucoup pleurer. Enfin, beaucoup. J'ai vraiment été très émue, en fait, à la lecture de Circé, parce que quelque part, en fait, il y avait des thématiques qui m'ont touchée. Oh, j'ai mis du temps à le lire, dites-moi. Circé, ça commence par « Quand je suis née, le mot désignant ce que j'étais n'existait pas. » Qu'est-ce que ça claque déjà? Et Circé, c'est une déesse aussi qui est très mineure. C'est une demi-déesse, c'est peut-être une héroïne, mais elle est une des seules en fait déesses, demi-déesse ou héroïne, à avoir des pouvoirs magiques. Ils sont très peu à pouvoir changer les choses à partir de pas grand-chose en fait. Et son père en fait, Hélios, c'est un titan, c'est un des seuls titans qui est encore en liberté. Enfin, je crois qu'il est quand même enchaîné à son char quand il traîne le soleil. Mais Hélios, il y a quelque chose de grandiose, quelque chose d'immense. Et elle a grandi en fait avec toutes ses sœurs. Elles sont une multitude en fait de sœurs dans le palais d'Hélios. Et quand on est une parmi une multitude, en fait, on n'est personne. Et il y a plein de... Enfin, le rapport en fait qu'elle a à son père, il est assez complexe parce que il pensait que le monde s'agençait naturellement pour le satisfaire. Mon père n'avait jamais été capable d'imaginer le monde sans lui. Sous la surface lisse et familière des choses, il en existe une autre qui attend pour déchirer le monde en deux. Donc là, on touche vraiment à la transformation du monde, etc. Il y a une citation de, sans doute Hélios, de tous mes enfants. Pourquoi faut-il qu'il ne reste qu'elle? Parce que pour la petite histoire, Circé, donc, elle est un peu tout le temps à traîner dans les pattes, à vouloir attirer l'attention de ce père qui est immense, à être un peu inutile, pas vraiment à sa place. Et je crois qu'elle va être bannie, il me semble, parce qu'elle va filer un coup de main à un autre titan. Elle va lui apporter de l'eau, quelque chose comme ça, à Prométhée. Prométhée, donc, c'est le titan qui a apporté le feu aux hommes et qui a été puni par Zeus pour se faire dévorer le foie en fait tous les jours par un aigle. Donc c'est quand même quelqu'un qui souffre. Et Circé lui a montré en fait de la compassion et a été l'aider. Et je crois que c'est la raison pour laquelle elle a été bannie. Bon, en tout cas, c'est une des premières bêtises entre guillemets qu'elle a pu faire, parce qu'au final, elle s'est en quelque sorte rebellée contre un ordre établi. Et un ordre établi par quelqu'un de bien plus grand qu'elle, et bien plus grand que son père qui est immense. Il y a aussi quelque chose sur la sorcellerie. La sorcellerie ne s'apprend pas, on la trouve soi-même ou pas. Et ce qui fait en fait un moment que Circé, on ne veut plus la voir. Je crois que c'est... Je sais plus si c'est Hélios qui l'a banni, ou peut-être même carrément Zeus, ou...
un des enfants de Zeus, en fait, parce que Zeus, est-ce qu'il va faire quelque chose pour lui-même? On la fout sur une île, on dit à tout le monde, surtout n'allez pas la voir, et toi, en gros, t'as pas droit de sortir de là, et on la laisse crever sur son île. Sauf qu'elle ne meurt pas. C'est une déesse. Non, c'est une héroïne, mais Circé ne meurt pas. Je m'enfonçais dans ces bois et ma vie commença. En fait, le fait de l'avoir bannie, c'est de lui avoir donné une liberté immense. Et il y a toute une réflexion de Circé, je suis en train de lire en fait les citations que j'avais notées. Il y a toute une réflexion de Circé sur son propre... je ne laissais aucune empreinte, je n'accomplissais rien. Et qu'est-ce qu'elle est revancharde aussi. Tu m'as jeté en pâture aux corbeaux, mais il se trouve que je les préfère à toi. Son rapport aussi aux hommes mortels. De tous les mortels sur terre, rares sont ceux dont les dieux entendent jamais parler. Il faut considérer l'aspect pratique. Le temps que nous apprenions leurs noms, ils sont déjà morts. Il faut qu'ils soient des météores pour retenir notre attention. Ça me donne envie de chialer. Circé, elle va avoir quand même une sacrée... C'est en fait un voyage initiatique, Circé, mais un voyage qui est à la fois intérieur, qui est à la fois un voyage où on se déplace et un voyage où on est immobile aussi. Et c'est un voyage où on a le temps, parce que Circé, elle a le temps, elle meurt pas. Elle est probablement encore vivante quelque part sur son île. Et là, je sais plus... Si, je sais avec qui elle avait discuté là. Je ne pourrais pas supporter ce monde un instant de plus. Alors, fabrique-en un autre, mon enfant. Et en fait, les seules personnes avec qui Circé va interagir quand elle sera bannie, comme ça, c'est Hermès. Hermès c'est un peu le livreur Uber, il est un peu partout. C'est des hommes aussi qui vont échouer sur l'île. Certains vont être agresseurs envers elle, alors qu'au final, elle est pas dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle a elle a des compétences et des connaissances qui sont ou qui pourraient être entre les mains de quelqu'un dangereuses si elle en faisait quelque chose de mauvais. Mais elle s'est fait agresser. Là, je sais plus de qui elle parle. Peut-être d'Ulysse. Il m'avait montré ses cicatrices et en échange, il m'avait laissé prétendre que je n'en avais aucune. Si vous voulez savoir, en fait, je pense que ces livres-là, vous pouvez les faire lire à des adolescents qui sont au lycée. Pas quelqu'un avant, parce que c'est triste. Il me semble bien que Circé, ça parle de viol quand même. On est sur des relations qui sont pas forcément super saines, super équilibrées. Mais Circé, il est resté longtemps. Et Circé, le chant d'Achille, c'est des livres que je relirais. Galatée, je suis pas sûre. Il est pas long après, hein. C'est lu rapidement, c'est une quarantaine de pages. Mais ouais, et franchement, Madeline Miller, c'est vraiment une autrice que je vais continuer à suivre et j'espère vraiment qu'elle va continuer à écrire aussi sur la mythologie ou sur autre chose. Elle a une plume qui est superbe, elle sait décrire des sentiments. Je vous ai dit, j'ai des petites bonnes femmes qui sont arrivées là dans mon panthéon personnel. Chez les mecs, j'ai George Martin, Tolkien et Neil Gaiman. Donc d'abord Tolkien parce que je l'ai découvert en premier, ensuite Neil Gaiman, ensuite George Martin. Et chez les petites bonnes femmes, enfin chez les femmes, j'ai Christelle Dabos, j'ai Madeline Miller, avec juste un livre, avec Circé. Et j'ai Catherine... Merde, comment elle s'appelle? Catherine Arden, la trilogie d'une nuit d'hiver. Où on a... Je trouve que pour ces trois autrices-là, on a une plume en fait qui est superbe. Et puis un développement de... Oh, j'en reviens pas. J'aimerais tellement écrire comme elle.
J'aimerais tellement écrire comme eux aussi, comme Tolkien, comme Gaiman et comme Georges Martin. Bon allez, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est quand même très longue. Je vous ai parlé de les 2 derniers livres. Je les ai lus avec mes yeux, mais il y a plus d'1 an, donc mes souvenirs ne sont pas fameux. Circé, c'est un personnage qui est très... Je reviens vite fait sur Circé, qui est très présente dans l'Iliade et dans l'Odyssée parce qu'elle empêche, entre guillemets, Ulysse et ses compagnons dans l'Odyssée. Ulysse et ses compagnons de retourner à Ithaque. Et Ulysse, c'est le malin. Ulysse, il va réussir. Quelque part, en fait, si vous voulez avoir quelque chose dans l'ordre, lisez d'abord le Chant d'Achille parce que c'est à l'époque de la guerre de Troie. Vous allez voir Ulysse. Vous allez peut-être avoir envie de lui crever les yeux. Et vous allez le voir après la guerre de Troie dans Circé. Quand il essaye de retourner chez lui. Et que c'est un petit peu la mémerde. Je m'arrête là. Je vous conseille très fort de découvrir Madeline Miller si ce n'est pas déjà fait. Je vous conseille très fort aussi de regarder, de lire le bouquin Jaspé qui brille et compagnie où il y a Circé, le Chant d'Achille et Galatea. Je mets la couverture par là. Je ne sais plus qui est l'éditeur. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Je vous souhaite un très bon mercredi. À tout bientôt. Rêvez tout grand. Lisez tout plein. Salut!